Tu veux t'informer en toute simplicité? Avec l'appli Info de Radio-Canada. C'est dans le domaine du possible. Et avec les balados de Radio-Canada Audio. Doit-on en faire plus pour sécuriser la frontière canado-américaine? C'est simple, c'est l'info qu'il te faut. Nous sommes le 3 du 3. Voici à la une. Ici Claude-Sophie Hennekens en remplacement de Mathieu Bellumeur. Bonjour tout le monde. Bonjour collègues. Bonjour. Vincent Maisonneuve, Donald Trump adore faire durer peut-être pas le plaisir, mais le suspense. Alors, tarifera pas, mais surtout, tarifera combien? Oui, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que dès demain, il y aura des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, mais de combien, ça, on ne le sait pas, parce que le secrétaire au commerce américain était en entrevue exclusive à Fox News hier. Il dit que le Canada, le Mexique ont fait du bon travail à la frontière en sécurisant leurs frontières davantage, tout ça grâce à l'intervention de Donald Trump, et que présentement, Donald Trump évalue la situation, à savoir de combien seront les tarifs en fonction de l'amélioration de la sécurité à la frontière. Bref, ça va dépendre de l'humeur du président américain, il faut croire. Quelles seront la mesure, quelle sera l'ampleur de ces tarifs qui devraient rentrer en vigueur demain. Bref, si vous êtes un peu confus par mon explication, c'est normal parce qu'on ne s'y retrouve pas vraiment là, avec ce qui se passe aux États-Unis présentement. On a l'impression qu'à chaque jour, il y a des nouvelles informations qui arrivent et qui contredisent celles de la veille. Mais bon, voilà, il y aura des tarifs demain, mais on ne sait pas exactement de quelle ampleur. Votre confusion est toute pardonnée, je vous rassure. Et tout à l'heure, Samuel Rancourt va être avec nous pour faire le point au sujet de cette enquête annoncée là, hier par le premier ministre François Legault sur le scandale à la Société de l'assurance automobile du Québec concernant SACLIC. Véronique Méran, encore du froid aujourd'hui, mais on entre vraiment dans la saison des électrocardiogrammes. Là. Ça va remonter encore cette semaine. Exactement. Un mois de mars en 2 temps. On commence avec des températures froides, mais il va y avoir des fluctuations. Déjà demain, on va frôler le point de congélation, le dépasser allègrement en milieu de semaine et on sera de retour légèrement en dessous vendredi. Donc, vous aviez bien raison avec cette petite courbe électrocardiogramme qui est dans le négatif ce matin, moins 21 à Montréal, moins 18 au centre-ville. Alors, température froide, moins 23 en Estrie, ça varie entre moins 25 et moins 28. Mais quand on est bien habillé, ça va tellement bien. Ben voilà, donc habillez-vous en conséquence ce matin. Et température de mi-journée, là, comparativement à hier, ce sera beaucoup mieux aujourd'hui. On n'a pas franchi la barre du moins 10 hier. Aujourd'hui, moins 5, moins 7. Ce sont les maximums anticipés. Il y aura quand même du soleil aussi. Alors, plutôt beau temps, tendance à l'ennuagement cet après-midi. Il y aura quelques flocons ce soir. Températures qui retourneront sous le zéro. Le moins 5 Montréal la nuit prochaine, moins 8, moins 12 secteur montagneux, moins 15 à Québec. Demain, plus printanier. Plutôt nuageux. On aura quelques averses de neige au cours de l'après-midi, surtout 2 à 4 cm là-dedans, mais on sera autour du point de congélation. Alors, une petite neige collante avant la hausse des températures mercredi. Et là, le système qui arrive en milieu de semaine, plus costaud, c'est pas un petit système de l'Ouest, ça provient du Colorado, donc bien gorgé en humidité. Il y a de la pluie là-dedans pour les régions plus au sud, de la neige pour les secteurs plus au nord. Mais quand on parle plus au nord, là, c'est pas les Laurentides, cette fois, c'est vraiment Témiscamingue, Chibougamau, Abitibi. Là, il y aura de la neige. Mais sinon, 20 à 30 mm de pluie pour les régions plus au sud, incluant le secteur de Québec et possibilité de verglas dans l'est du Québec aussi. Mais ça, c'est en milieu de semaine. On aura le temps d'y revenir. Un petit mélange. Voilà, un beau mélange à venir. D'ici là, du côté de l'Abitibi, ça s'ennuagera. On aura un petit peu de neige cet après-midi. Moins 4, c'est le maximum. Beau temps dans tout l'est du Québec, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, sous le soleil. Températures qui varieront entre moins 8 et moins 11. Ça s'ennuagera cette nuit. En territoire ontarien, la douceur est là. Sur la portion nord, 7 degrés aujourd'hui à Thunder Bay, légèrement sous zéro vers Sudbury. Il fera beau à Thunder Bay, un petit peu plus nuageux ailleurs, variable vers Toronto, Windsor, 0, 3 degrés. Ça va s'ennuager graduellement à Ottawa. Là aussi, on touche le moins 20 ce matin. Moins 5 en cours de journée. La douceur se poursuivra cette semaine dans l'ouest, peut-être de façon moins marquée que la semaine dernière, mais quand même des températures là, légèrement au-dessus de zéro aujourd'hui. Plutôt nuageux dans l'ensemble vers le sud de la Saskatchewan, mais sinon, c'est variable, un petit peu de neige fondante à Calgary et on retrouvera le soleil à Vancouver cet après-midi, 11 degrés. Merci beaucoup, Véronique.
Bonne journée. Bonne journée. Les sports maintenant avec Jean-François Paradis ce matin. Bonjour Jean-François. Bonjour Claude-Sophie. Alors d'abord, ce revers des Flames de Calgary. Oui, donc Sébastien Aho a marqué à 3 minutes 16 en prolongation pour permettre aux Hurricanes de la Caroline de l'emporter 2-1 contre les Flames. Jacob Slavin a été l'autre buteur des Hurricanes, l'excellent défenseur des Hurricanes que certains ont découvert lors de la Coupe des 4 Nations. Et il y a Nazem Kadri qui a marqué pour les Flames de Calgary en troisième période. Les Flames qui n'avaient pas marqué de but depuis plus de 171 minutes pour vous dire que c'est pas une très bonne période pour les Flames de Calgary. Et c'était un troisième revers de suite pour la formation de l'Alberta. Il y a les Maple Leafs de Toronto qui, eux, connaissent une bonne séquence. Ils l'ont emporté 6-5 contre les Penguins de Pittsburgh. William Nylander a marqué en prolongation. Ça lui faisait un 35e but cette saison. Il y a Austin Matthews et Matthew Knees également qui ont obtenu un but, une passe dans le match pour les Maple Leafs de Toronto. Et donc, Sidney Crosby, dans le match, a également marqué un but, récolté 2 aides. Toujours efficace, Crosby, mais n'empêche que la formation de Pittsburgh s'est incliné devant les Maple Leafs de Toronto. Donc, ce soir, au calendrier, les Canadiens de Montréal vont tenter de remporter une 5e victoire de suite au Centre Bell, alors qu'ils recevront les Sabres de Buffalo. Les Canadiens qui avaient vaincu ces mêmes Sabres samedi à Buffalo 4-2. Les Leafs se joueront encore ce soir. Ils vont se mesurer aux Sharks de San Jose à Toronto. Et Alexander Ovechkin, lui, est toujours à la poursuite du record de Wayne Gretzky. Oui, intéressant à suivre en Sainte-Fête-Saint-Zone dans la Ligue nationale de hockey, c'est que les sénateurs d'Ottawa, eux, vont affronter les Capitals de Washington. Les Capitals qui sont une des puissances de la Ligue nationale de hockey. Et les Capitals, donc, est leur figure de proue éternelle, Alexander Ovechkin, qui a marqué 31 buts, 17 passes cette saison. Il a marqué son 31e but en fin de semaine. Il se retrouve à 10 buts de la marque de Wayne Gretzky, soit le plus de buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey, 894. Et ce qui est assez étonnant parce que Ovechkin a 39 ans. 39 ans, il est encore aussi efficace. Et on avait l'impression, en 2021, il avait marqué 24 buts. Évidemment, fin de la trentaine, on pensait que c'était le début du déclin. On avait l'impression qu'il ne battrait jamais ce record de Wayne Gretzky, qu'on avait l'impression que personne ne battrait jamais. Mais voilà, l'année suivante, il marque 50 buts, revenu à un niveau de jeu là, très, très élevé. Les Capitals vont bien. Ovechkin va très bien aussi. Donc, pourrait peut-être, il reste environ une vingtaine de matchs à la saison, pourrait peut-être battre le record en début de saison prochaine. Ça m'étonnerait qu'il le batte cette saison, mais en tout cas, ça va très bien. On suit Ovechkin donc ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa. Ça serait quand même tout un événement. NBA, victoire des Raptors contre Orlando. Oui, une rare victoire pour les Raptors de Toronto, une victoire de 104-102 contre Orlando. Il y a Emmanuel Quickley qui a récolté 17 points en deuxième demi, 24 au total pour aider sa formation à l'emporter. Et il y a également R.J. Barrett qui a obtenu 22 points dans cette victoire. Donc, victoire des Raptors de Toronto. Et puis, le Thunder de l'Oklahoma, qui est la meilleure formation de la NBA, l'a remporté hier 132-104 dans son match. 31 points, 8 passes pour Shai Gilgeous-Alexander, qui est meneur de jeu vedette de la formation originaire de Toronto, et 9 rebonds pour le Montréalais Luguensdorf. Et au tennis, ce sont les qualifications pour le tournoi d'Indian Wells. Effectivement, c'est le premier Masters 1000 de la saison qui se passe en Californie. On considère que c'est un peu comme le 5e Grand Chelem. Hommes et femmes de haut niveau s'y retrouvent. Et la Canadienne Rebecca Marino a été éliminée au premier tour des qualifications en vue de ce tournoi qui va se mettre en branle dans le milieu de la semaine. Elle a perdu 6-4, 7-6 face à la jeune Américaine Clairvine Gounou. Ça s'est passé hier après-midi. Et il y a Gabrielle Diallo qui va jouer son match de qualification aujourd'hui à Indian Wells. Merci beaucoup, Jean-François. Merci bien. Bonne journée. Alors, les tarifs que l'administration Trump prévoit imposer au Canada et au Mexique doivent entrer en vigueur dès demain, mardi, mais ils pourraient être moins élevés que le 25 % annoncé. Vincent Maisonneuve, c'est ce qu'a laissé entendre, en tout cas, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. Oui, exactement. Howard Lutnick qui était dimanche en entrevue sur les ondes de Fox News, une entrevue exclusive. Une entrevue qui est venue alimenter, encore une fois, la confusion entourant les tarifs. On va écouter ce que ça donne. The March 4th is about the border, and both Mexico and Canada have done a reasonable job on the border. They're both working hard on the border. Donc, la menace tarifaire qui serait imposée à compter de demain, c'est en raison de la sécurité aux frontières. Et selon Howard Lutnick,
le Canada et le Mexique ont fait un travail raisonnable, ont travaillé très fort pour la sécurité à la frontière. Donc là, ils donnent l'impression que peut-être c'est positif, que ça va donner une victoire à Donald Trump et peut-être qu'il va faire marche arrière. Donc, il ajoute en disant que les passages irréguliers à la frontière sont à leur plus bas et tout ça, c'est en raison du grand pouvoir de négociation de son patron, Donald Trump. Howard Lutnick qui continue en affirmant que le fentanyl continue de tuer des Américains parce que la Chine, il a beaucoup visé la Chine lors de cette entrevue. La Chine continue d'envoyer au Canada et au Mexique la matière première nécessaire à la fabrication de ce fentanyl. Bref, le Canada et le Mexique ont fait des efforts à la frontière. Le président Trump va évaluer toute la situation, une situation qui peut encore changer, mais le secrétaire au commerce confirme qu'il y aura des tarifs dès demain. There are going to be tariffs on Tuesday on Mexico and Canada. Exactly what they are, we're going to leave that for the president and his team. Des tarifs, oui, mais de combien, on ne le sait pas. C'est au président et à son équipe de décider. Le secrétaire Lutnick qui continue ensuite en accusant la Chine d'être le grand responsable de la crise au fentanyl. Vous voyez, là, il voulait on lui posait des questions sur le Canada et le Mexique. Il parlait beaucoup de la Chine. Bref, il y aura des tarifs demain. De quelle ampleur? On ne le sait pas. Pour combien de temps? On ne le sait pas. On a parfois l'impression que ça va dépendre de l'humeur du président américain ou encore si le président américain a l'impression d'avoir décroché une victoire avec cette situation à la frontière, mais ça reste encore très flou, là, toute cette histoire de frontière, toute cette histoire de tarifs. Là. Et quoi qu'il en soit, le premier ministre Justin Trudeau, lui, se dit prêt à répliquer. Oui, le premier ministre qui est en Europe pour prendre part aux discussions entourant l'Ukraine, Justin Trudeau qui dit essentiellement le président américain voulait un resserrement des contrôles à la frontière, une demande que le Canada a pris très au sérieux. On a investi énormément et on a vu d'ailleurs une réduction significative juste depuis de décembre à janvier au niveau des chiffres du fentanyl. Alors, la justification pour les tarifs qui sont proposés sur mardi sur le fentanyl n'est tout simplement pas là en termes concrets. Et le chef de l'opposition à Ottawa a également parlé de la riposte si des tarifs douaniers sont imposés. Oui, une riposte qui passe, selon Pierre Poilievre, par notamment des baisses d'impôts pour rendre le Canada plus attrayant pour les investisseurs. On l'écoute. Aucun tarif sont justifiés contre le Canada. On va simplement riposter et utiliser les recettes pour réduire les impôts des travailleurs et des entreprises canadiennes, afin de renforcer notre économie contre les tarifs. M. Trump pourrait encore décider de changer d'avis, mais s'il change d'avis, ça ne devrait pas changer notre plan domestique. On doit plutôt reprendre le contrôle de notre économie. Donc, des tarifs dès demain, 4 mars, ou, comme le dit le chef conservateur Pierre Poilievre, si jamais le président américain change d'avis, on verra. On verra. C'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Gabriel Lemarquand-Perrault nous attend à Ottawa pour la revue de l'actualité. Bonjour, Gabriel. Gabriel, m'entend-il? Oui, je vous entends. Bon, tout est rétabli, pas de problème. D'abord, les dirigeants européens et canadiens proposent une trêve d'1 mois en Ukraine. Oui, les alliés européens ont resserré les rangs hier à Londres pour soutenir Kiev, tandis que Paris et Londres ont proposé une trêve d'1 mois en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron parle d'une trêve d'1 mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. C'est ce qu'il a mentionné dans un entretien exclusif au Figaro à bord de l'avion présidentiel. C'est d'ailleurs à la une du quotidien français ce matin. Plus tôt dans la journée hier, le premier ministre britannique Keir Starmer avait annoncé que les deux pays travaillaient à un plan pour faire cesser les combats. Maintenant, le premier ministre britannique appelle à une coalition pour mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est la une ce matin du Guardian. La une du Courrier international ce matin, sommet de Londres, Macron et Starmer jettent les bases d'une coalition pour garantir la paix en Ukraine. Et si on regarde, Claude-Sophie, les unes chez nous, le Globe and Mail ce matin dit que Justin Trudeau a rejoint ses alliés à Londres pour soutenir
soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky après une rencontre tendue à la Maison-Blanche. Le Royaume-Uni qui s'engage à fournir des armes à l'Ukraine, c'est la une du National Post ce matin. D'ailleurs, le National Post s'est entretenu avec des dirigeants d'organisations ukrainiennes, canadiennes qui se disent choqués par l'affrontement de vendredi entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Même scénario dans la presse où on a interrogé des membres de la communauté ukrainienne à Montréal et malgré leur désarroi, leur colère et leur indignation, eh bien, les Ukrainiens espèrent que les pays occidentaux vont continuer de les soutenir et que leur pays ressortira vainqueur de la guerre. C'est ce que mentionne le quotidien La Presse ce matin. Et je termine avec la chronique de Makakoto ce matin dans le Journal de Montréal qui, lui, dit que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est retrouvé démuni sur la scène américaine. L'Europe condamne, Poutine jubile et l'Amérique se détourne. Il termine en disant peut-être Zelensky reviendra-t-il contraint et meurtri, mais il saura désormais qu'en politique, la morale n'est qu'une fable et que seule la force écrit l'histoire. Et les journaux reviennent aujourd'hui sur les 5 ans de la pandémie de COVID-19. Oui, en fait, la semaine prochaine marquera le 5e anniversaire de la pandémie de COVID-19. Il y a presque 5 ans, une pandémie mondiale qui était déclarée. D'abord, la presse, ce matin, revient, en fait, dit que Québec est prêt à faire face à un autre virus et a mis sur pied un tout nouveau plan de lutte contre les pandémies. C'est ce qu'assure le directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau, en entrevue avec la presse. Mais il y a des acteurs importants du réseau de la santé qui disent, en fait, à la presse, ignorer l'existence même de ce plan, mettant en doute aussi le niveau de préparation de Québec pour affronter une nouvelle crise sanitaire. Et puis, dans le Devoir, ce matin, eh bien, on revient sur l'éducation. Des experts qui font le point sur les répercussions au milieu scolaire de la crise sanitaire. Impossible pour l'instant d'avoir un portrait des effets de la pandémie sur la réussite scolaire des élèves des écoles primaires et secondaires, mais ça n'a pas empêché des chercheurs de quelques universités du Québec à l'origine, en fait, de compiler leurs propres données en faisant passer en juin 2021 à des milliers d'élèves en 4e année du primaire un test de lecture identique à celui des jeunes du même âge qu'ils avaient fait en juin 2019, donc juste avant la pandémie de COVID-19. Et l'étude fait état d'une baisse de 8,4 points de pourcentage de la performance des élèves en lecture en 2021 par rapport à 2019. Et puis, la mise en place de la consigne pour l'élargissement de la consigne, justement, ça fait jaser aussi parce que ça va pas si bien que ça. Non, et c'est à la une ce matin du Journal de Montréal. Claude Sophie, des lieux de collecte opérés par Consigne Action étaient pratiquement déserts cette fin de semaine, tant à Montréal qu'à Québec. L'organisme qui pilote la récupération des contenants consignés, par ailleurs, en retard dans l'ouverture des centres de collecte, dit le Journal de Montréal ce matin. En fait, Consigne Action a ouvert jusqu'à présent seulement 47 des 200 lieux de retour que l'association voulait ouvrir pour répondre à la demande. Et le journal dit que dans les épiceries de grandes chaînes, certains consommateurs se sont souvent butés à des machines à consigne pleines ou défectueuses. Et rapidement, c'est quand même un gros mois pour les amateurs d'éclipses. Oui, et sans faire de jeu de mots, Claude Sophie, c'est dans Le Soleil que j'ai lu ça ce matin. Imaginez-vous. Oui, le mois de mars s'annonce chargé pour les astronomes amateurs du Québec. Pas une, mais bien 2 éclipses, une solaire et une lunaire auxquelles nous aurons droit. La première, sans doute la plus spectaculaire, dit Le Soleil, aura lieu dans la nuit du 13 au 14 mars, alors que la Lune passera dans l'ombre de la Terre. C'est noté. Merci beaucoup, Gabriel. Bye-bye. Et on a gardé Samuel Rancourt pour le dessert. Bonjour, Samuel. Bonjour, Claude-Sophie. Bonjour. Quel type de dessert? Pas trop sucré. Juste oui, comme on est. C'est parfait. Oui. Le premier ministre François Legault lance une enquête publique et indépendante sur ce qu'il est convenu d'appeler le pure personne qui se gêne pour dire le fiasco du projet de transition numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, on fait le point, Samuel. François Legault s'est exprimé dans une longue déclaration sur son compte X hier. Oui, et dans cette publication, bien, le premier ministre se demande comment on a pu en arriver à lancer un projet aussi mal préparé, d'après lui. Il a ajouté que l'on doit comprendre pourquoi c'est arrivé pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans l'avenir. Et donc, pour éclaircir tout ça, bien, il explique avoir donné la directive au secrétaire général du gouvernement de préparer un décret pour lancer une enquête publique et indépendante dans les meilleurs délais. Il affirme aussi 2 choses, Claude-Sophie, que d'une part, le gouvernement ne va pas se défiler de ses responsabilités et par ailleurs, qu'il s'engage à ce que les dirigeants soient tenus responsables.
La publication du premier ministre survient près d'un mois après que la vérificatrice générale Ghislaine Leclerc ait écorché le vaste chantier de transformation numérique de la SAC. Oui, dans un rapport accablant, elle avait conclu que ce projet avait été un échec sur toute la ligne, un échec qui avait été exposé au grand jour en février 2023 durant la mise en service de la plateforme. On se rappelle, ça avait provoqué des longues files d'attente devant les succursales, engorgé aussi le service à la clientèle. Et Ghislaine Leclerc avait révélé que les coûts avaient explosé de 500 millions de dollars. Ça, c'est près du double de ce qui avait été prévu au départ pour atteindre plus d'1 milliard de dollars d'ici le déploiement complet prévu en 2027. Et dans son rapport, on apprenait aussi que des informations stratégiques avaient été cachées aux parlementaires par les dirigeants responsables de la création de SAC-Clic. Donc, on comprend depuis plusieurs jours, les libéraux, les solidaires, les libéquistes réclamaient justement qu'il y ait une enquête publique indépendante. Oui, et réclamaient aussi la tête du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr. M. Kerr qui a remis sa démission jeudi dernier. Et c'est le député caquiste Gilles Bélanger qui lui a succédé. D'après des révélations du journal Le Devoir, eh bien, Éric Kerr aurait été informé des dépassements de coûts associés au virage numérique de la SAC dès juin 2022. Hier, la presse rapportait aussi que le conseil exécutif, soit le ministère du premier ministre, avait été avisé de l'état du projet en novembre de la même année. Et samedi, bien, le chef du Parti libéral, Marc Tanguay, déclarait sur le réseau X qu'il demandait à François Legault de déclencher une commission d'enquête indépendante sur le degré de connaissance de l'ingérence politique dans le programme CASA, qui inclut la plateforme SAC-Clic. Et comment elle réagit, l'opposition, depuis la publication de François Legault? Oui, je parlais de M. Tanguay. Il y a le député libéral Monsef Déragi qui a salué cette décision tout en le pressant de dévoiler les conclusions de l'enquête le plus tôt possible. Son parti l'exige au plus tard le 30 septembre 2025. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, dit qu'il faut que la CAQ rende des comptes sur la question de la dissimulation de l'information. Il a notamment appelé le chef caquiste à ne pas déclencher d'élection d'ici la publication du rapport final qui doit être déposé, selon lui, avant juin 2026. Un avis partagé par la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, a ajouté qu'il n'est pas question d'une enquête qui dure 2 ans, avec une longue liste de recommandations bureaucratiques sans nommer ni accuser les responsables politiques. Merci beaucoup, Samuel. Oui, je vous en prie, Claude-Sophie. C'est un autre dossier à suivre. Tout à fait. Il y en a plusieurs à suivre. Oui. Bonne journée. Bonne journée à vous. D'ailleurs, ce qu'on va suivre aujourd'hui, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, bien sûr, outre la question des tarifs américains qui doivent entrer en vigueur demain, puis même il y en aura peut-être d'autres dans les prochains jours, mais on n'en connaît pas encore l'ampleur. On va voir un peu ce qui se passe à Washington aujourd'hui, s'il y a des discussions encore entre Ottawa et Washington. Plus près de nous, il y a une annonce d'une candidature à l'investiture du Bloc québécois dans Brome-Missisquoi. Ça va se passer à Bromont. Le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, annonce des appuis financiers du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de 12 organisations de Montréal. Et le ministre provincial de l'Agriculture, André Lamontagne, va tenir une conférence de presse, lui, concernant d'importants changements au programme d'assurance récolte. Alors, une journée bien chargée, même si c'est une semaine de relâche. Je vous la souhaite très bonne, la journée et la semaine. Je vous dis à demain. Au revoir.